Bonjour à tous, mon nom est Stéphanie Ruel et je suis bénévole à Crohn et Colite Canada. Je suis très heureuse d'être la modératrice du séminaire en ligne d'aujourd'hui et j'ai très hâte d'en apprendre plus sur notre conférencier, le Dr Talat Bessisso. J'aimerais commencer en souhaitant à tout le monde la bienvenue. Le séminaire en ligne éducatif d'aujourd'hui a pour titre « Comprendre vos choix, les produits biologiques ultérieurs » ou PBU et les maladies inflammatoires de l'intestin ou les MII. Et il est organisé par Crohn et Colite Canada avec le soutien financier de corporations AbbVie et de Janssen Inc. Un lien vers l'enregistrement du séminaire en ligne de ce soir vous sera envoyé par courriel pour que vous puissiez le visionner ultérieurement. Certains d'entre vous ne connaissent pas la façon dont fonctionnent les séminaires en ligne. C'est pourquoi je vais faire un tour d'horizon rapide de la logistique du séminaire en ligne de ce soir et je vais expliquer comment poser des questions. À ce stade, tout le monde est automatiquement mis en sourdine afin qu'il soit possible pour tous de bien entendre la présentation. En outre, cela nous permettra d'enregistrer ce séminaire sans qu'il n'y ait d'interférence sonore. Si, à tout moment durant le séminaire en ligne, vous désirez poser une question, vous pouvez la taper dans la boîte intitulée « Boîte de questions ». Vous n'avez qu'à rechercher le champ intitulé « Questions » qui figure dans la partie droite de votre écran. Tout au long du séminaire en ligne, vous êtes invité à entrer vos questions à cet endroit. Nous les prendrons en note et nous en réserverons le plus grand nombre possible pour la période des questions de la fin. Si vous avez des questions d'ordre technique, vous pouvez également écrire dans cette boîte et nous vous répondrons directement. Si vous éprouvez de la difficulté à entendre les conférenciers, c'est peut-être que les paramètres audio de votre ordinateur ne sont pas bien réglés. Essayez de téléphoner au numéro de téléphone fourni en utilisant un téléphone mobile ou terrestre. Excellent, nous sommes prêts à commencer. Crohn et Colite Canada a été fondé en 1974 par un groupe de parents dont les enfants avaient reçu un diagnostic de maladie de Crohn ou de colite ulcéreuse. Nous sommes un organisme de bienfaisance nationale comptant plus de 65 000 partisans et 80 groupes de bénévoles et sections partout au pays. Notre mission consiste à découvrir de nouveaux médicaments et des traitements curatifs contre la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse, ainsi qu'à améliorer la vie des enfants et des adultes atteints de ces maladies. Nous voulons sensibiliser le grand public à ces maladies chroniques et aux répercussions qu'elles ont sur près d'1,25 million de Canadiens. À ce jour, Crohn et Colite Canada a investi plus de 94 millions dans la recherche. Cela fait de nous un des plus importants bailleurs de fonds destinés à la recherche sur la maladie de Crohn et la colite dans le monde. Le séminaire en ligne d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de nos programmes éducatifs à l'intention des patients, qui comprennent aussi notre programme d'entraide GOTSI, nos autres événements éducatifs et les programmes jeunesse à l'intention des enfants et des adolescents. En outre, nous proposons des ressources éducatives qui traitent d'un vaste éventail de thèmes médicaux, sociaux et psychologiques reliés à la maladie de Crohn et à la colite. Si vous souhaitez davantage d'informations, veuillez visiter notre site web au www.crohnetcolite.ca. C'est avec plaisir que je vous présente notre conférencier d'aujourd'hui, le Dr Talat Bessisso. J'aimerais maintenant céder la parole au Dr Bessisso qui nous parlera des produits biologiques ultérieurs. Merci beaucoup Stéphanie, bonsoir tout le monde et merci beaucoup de l'invitation. Donc très rapidement, donc je suis gastro-entérologue au CUSUM à Montréal, à l'Université McGill. J'ai une formation en maladies inflammatoires que j'ai obtenue en Belgique à l'Université de Louvain et je suis actuellement un chercheur au CUSUM, en plus d'être en quête de maîtrise dans tout ce qui est recherche expérimentale. Et puis, mon champ d'intérêt surtout est en maladies inflammatoires, imagerie et la guérison de la muqueuse. Donc ce soir,
les objectifs ce soir, c'est vraiment de s'attaquer ce qu'on appelle les produits biologiques ultérieurs. Donc, c'est de savoir ce que c'est et la manière dont ils sont reliés aux maladies inflammatoires de l'intestin, comprendre la manière dont ils sont différents des produits qui sont déjà disponibles, les produits biologiques déjà sur le marché, et connaître les implications pour leur utilisation et pour vous surtout. Alors, donc, il y a plusieurs d'entre vous, je présume que c'est pour ça que vous êtes là ce soir, qui avez entendu parler de nouveaux traitements qui sont les produits biologiques ultérieurs. Et c'est un terme qu'on utilise, qu'on a choisi d'utiliser au Canada, donc Santé Canada a choisi d'utiliser, mais vous allez entendre beaucoup parler de biosimilaires, ce qui est un autre terme qui est utilisé dans d'autres pays dans le monde. Donc, c'est des termes interchangeables, que ce soit des produits biologiques ultérieurs ou biosimilaires. Alors, lorsque vous envisagez un traitement, deux questions importantes viennent à l'esprit. Donc, est-ce que le traitement va fonctionner et surtout, est-ce que le traitement est sécuritaire? Alors, présentement, on a plusieurs médicaments qui sont disponibles pour le traitement du donc des agents, ce qu'on appelle des agents d'induction, qui vont induire la rémission de la maladie, donc la contrôler, et des agents d'entretien. C'est des agents qui vont nous permettre de rester à long terme en rémission. Et donc, il y a plusieurs de ces agents qui sont déjà disponibles. Comme vous voyez la liste, et surtout les deux derniers que vous voyez dans chacune des deux listes, il existe des anti-intégrines et il existe aussi les agents anti-TNF. Et c'est surtout sur ceux-là qu'on va se concentrer ce soir parce que les produits biologiques ultérieurs, les PI, sont surtout reliés à ces agents-là. Alors, la question qu'on s'est posée un peu plus tôt, est-ce que ces produits-là fonctionnent? Est-ce qu'ils sont sécuritaires? Ben, les anti-TNF sont là depuis plusieurs années, donc ça fait plus que 15 ans qu'ils sont déjà sur le marché. Alors, on en connaît quand même pas mal. Est-ce que ces produits-là fonctionnent? Oui. Et puis, je suis sûr que plusieurs d'entre vous en ont déjà essayé ou connaissent des gens qui les ont utilisés. Donc, dans la maladie de Crohn, les anti-TNF ont des études très solides, des études randomisées qui ont montré qu'on est capable d'atteindre la réponse, la rémission clinique, la rémission sans stéroïdes, la guérison de la muqueuse ou la guérison endoscopique, réduction de l'hospitalisation, d'opération et l'amélioration de la qualité de vie, et qu'ils ont une efficacité qui est soutenue à long terme. Et ça va de même aussi pour la colite ulcéreuse. Donc, plusieurs études très solides qui ont démontré un peu des objectifs qu'on a déjà mentionnés qui sont atteints dans la colite ulcéreuse. C'est sûr que ce n'est pas des agents qui sont parfaits. Donc, ça ne fonctionnera pas chez tout le monde et c'est pour ça que, heureusement, il y a d'autres produits qui s'en viennent et puis il y a d'autres produits qui sont pas encore sur le marché, mais qu'il y a des produits qu'on va se retrouver probablement dans le futur. Alors, si ça fonctionne, oui, je vous ai montré plusieurs études solides qui montrent que ça fonctionne. Est-ce que c'est sécuritaire? Et la réponse est oui. Donc, on a plusieurs études présentement qui démontrent que si on regarde au chapitre des effets indésirables graves, donc, ce qui nous concerne, c'est vraiment les effets graves. Donc, des grippes, des choses, un peu des symptômes qui ne sont pas sérieux, on les prend pas en compte vraiment, mais les effets graves, si vous regardez tous les agents anti-TNF qui sont déjà sur le marché, on voit que tant et si longtemps que la barre traverse le 1, ça veut dire qu'ils sont ni en faveur que le médicament cause plus de problèmes, ni que le médicament cause pas de problème. Alors, donc, on n'a pas de preuve comme quoi les médicaments ont des effets indésirables sur les patients. Donc, ils sont quand même très sécuritaires. Et de même, donc ça c'est surtout dans dans les maladies inflammatoires, on a plusieurs registres, donc les plus gros, le registre TREAT, et il y a un autre registre européen, le registre Pyramide,
qui ont quand même plusieurs milliers de patients qui sont suivis pendant plusieurs années et qui démontrent qu'il n'y a vraiment pas d'augmentation d'effets indésirables chez les patients sous anti-TNF. Alors, oui, les anti-TNF sont aussi non seulement efficaces, mais sécuritaires. Alors, une question pertinente qui vient souvent à l'esprit quand on présente nos options aux patients, c'est oui, j'ai plusieurs agents, lequel choisir? Et ça, c'est une question qui est quand même très juste. Alors, si on regarde pour la maladie de Crohn, donc il y a quelques études comparatives on regarde les deux médicaments anti-TNF qu'on utilise le plus fréquemment, l'adalimumab, qui est Humira, ou l'infliximab, qui est Remicade, ou Remicade. Si on regarde les résultats qu'on a de ces études-là, ça démontre clairement que dans la maladie de Crohn, l'efficacité est la même. Donc, la maladie luminale, c'est-à-dire une maladie inflammatoire, l'efficacité est similaire entre les deux. Donc, il n'y a pas vraiment de différence entre les deux. Alors, donc, si la question qui se pose, c'est une fois que ça fonctionne, alors est-ce que ça va fonctionner à long terme? Et je suis sûr que plusieurs d'entre vous ont eu des réponses initiales et puis éventuellement, on a une perte de réponse. Alors, est-ce qu'on a la même chose qui se produit chez les patients avec maladie de Crohn et colique ulcéreuse? Mais oui. Ici, on regarde dans la maladie de Crohn l'infliximab. Donc, c'est une étude qui vient des Pays-Bas, donc qui a été publiée en 2013, qui montre qu'à peu près, si on regarde à long terme, donc sur 5 ans d'études, on voit qu'il y a 60% des patients qui restent sur le médicament. C'est quand même assez significatif. C'est sûr qu'il y a un taux de perte de réponse qui est normal et on va expliquer un peu plus tard pourquoi ça peut arriver, mais quand 60% des patients demeurent sur le médicament et si on compare ça à l'adalimumab, donc à l'Humira, c'est une étude belge qui montre qu'à 5 ans, c'est encore à peu près 60%. Donc, c'est quand même, ça montre encore qu'ils sont très, très similaires. Pourquoi on perd la réponse? Okay? Donc, il faut pas oublier que certains des symptômes qu'on peut avoir ne sont pas toujours reliés à l'inflammation. Et c'est essentiel que le médecin s'assure que les symptômes qu'on développe, que ce soit des douleurs ou des diarrhées ou autres, ne soient pas reliés à autre chose que l'inflammation qui est due au Crohn ou à la colique ulcéreuse. Donc, il y a d'autres possibilités. Cependant, donc, il y a de l'inflammation qui peut on peut avoir d'autres types d'inflammation, d'autres types de maladies inflammatoires, autres que les maladies de Crohn et la colique ulcéreuse qui pourraient expliquer ça. Ou c'est très possible que ou bien le médicament cesse de fonctionner parce qu'on développe des anticorps au médicament, on rejette le médicament, ou bien que le mécanisme est différent. Quand on utilise les anti-TNF, bien, les anti-TNF bloquent la molécule TNF, qui est une molécule inflammatoire. Mais si notre maladie décide que l'inflammation va se faire avec une autre molécule que le TNF, mais les anti-TNF ne fonctionneront pas. Alors, il faut trouver quelque chose qui va bloquer un autre type d'inflammation qui va nous remettre en rémission avec un autre agent biologique ou un autre agent. Et c'est sûr qu'on a parlé de ça un peu plus tôt, donc l'inactivation rapide de l'agent, c'est-à-dire qu'on forme des anticorps et que le médicament ne fonctionne pas. Alors, et c'est ça qu'on appelle, vous allez entendre beaucoup ce terme-là, la sensibilisation. Donc, on est rendu habitué, ou il y a un autre terme qu'on utilise souvent, c'est l'immunogénicité. C'est-à-dire que notre propre corps s'attaque et notre système immunitaire s'attaque aux médicaments et qui rejette les médicaments. Alors, en fait, si on revient un peu, lorsqu'on envisage un traitement, il y a 3 questions qui sont importantes. C'est non seulement que les médicaments fonctionnent et qu'ils soient sécuritaires, mais est-ce qu'il est durable? Et ça, il faut toujours prendre ça en considération. Les questions d'efficacité et de durabilité, ben, il y a plusieurs choses. Il y a de l'hétérogénéité entre les patients. Les patients ne sont pas tous pareils. Le type de maladie est différent. La réponse est différente entre les hommes et les femmes.
pour certaines maladies, la gravité de la maladie, l'endroit où la maladie est localisée, la taille de la personne et autres. Donc, il y a plusieurs facteurs qui pourraient expliquer pourquoi on peut perdre la réponse. Mais non seulement ça, mais il y a aussi beaucoup de facteurs qu'on n'est pas capable d'expliquer encore, qu'on est toujours en recherche. Donc, une chose qui est essentielle, et ça, on le répète à maintes reprises aux patients, une fois, si on a un médicament qui fonctionne, il faut continuer à utiliser ce médicament-là et rarement prendre la chance de l'arrêter et de prendre la chance que la maladie revienne et qu'on perde le contrôle de la maladie. Surtout si on avait une maladie qui était sévère avant de commencer le traitement. Alors, probablement, vous avez entendu parler des PBU ou les produits biologiques ultérieurs, et c'est pour ça qu'on en parle ce soir. Sinon, si vous l'entendez pour la première fois, alors je vais essayer de un peu élucider ce type de médicaments, ces types d'agents biologiques. Alors, PBU 101, donc on va regarder un peu le vocabulaire, ce qu'ils sont et ce qu'ils ne sont pas, c'est quoi les préoccupations, quels sont les avantages à ce genre de traitement. Donc, c'est du type de traitement-là. Alors, on va juste faire un peu l'historique du traitement des médicaments. Donc, il y a le traitement naturel. Donc, ça, on a commencé il y a très longtemps, donc des ressources naturelles, des herbes, des plantes, des racines et autres. Et là, on est arrivé à ce qu'on appelle des traitements chimiques. Donc, c'est des composés chimiques qu'on forme en laboratoire. Exemple aspirine, Advil ou autres. Donc, c'est toutes des molécules, c'est des petites molécules qu'on fabrique avec des réactions chimiques et qu'on est capable de fabriquer en laboratoire. Et donc, comme je vous dis, l'exemple aspirine. Alors, et ensuite de ça, on est arrivé à ce qu'on appelle les traitements biologiques. Donc, pourquoi on appelle ça des traitements biologiques? Parce que c'est des protéines d'une source biologique et sa production se fait avec des lignées de cellules vivantes. Donc, et puis je vais vous démontrer un peu plus tard comment ça fonctionne exactement et c'est quoi le processus qui vient avec. Alors, un exemple de ces productions-là, c'est exemple l'insuline. L'insuline, c'est une molécule, c'est un traitement biologique. On n'y pense peut-être pas comme ça, mais oui, c'est un traitement biologique où ce qu'on a fabriqué ça, c'est une source biologique qu'on fabrique avec les cellules lignées ou l'érythropoïétine. L'érythropoïétine, ça augmente nos globules blancs. Donc, pour certaines personnes, certaines maladies, on a besoin de donner ces injections-là pour augmenter les globules rouges, pas les globules blancs, les globules rouges. Et aussi, donc, c'est les agents anti-TNF, les agents anticorps monoclonaux qu'on a dit un peu plus tôt, et c'est la raison pourquoi on discute ce soir. Alors, dans le type de traitement, on a les agents biologiques, oui, mais on a aussi alors, dans les agents biologiques, on a donc il y a les agents chimiques et les agents biologiques. Donc, dans les apparences, les agents chimiques, c'est des petites molécules, tandis que les agents biologiques, c'est des grandes structures qui sont très complexes. D'accord? On a dit que la source, donc c'était les agents biologiques, c'est des produits qui sont obtenus dans un système vivant, tandis que l'autre, les agents chimiques, c'est une réaction chimique. Et donc, la caractérisation, c'est des molécules entièrement caractérisées, tandis que les agents biologiques sont beaucoup plus difficiles à caractériser entièrement. Le mécanisme d'action, pour les agents chimiques, donc habituellement, un seul mécanisme qui est bien défini est l'immunogénicité, qu'on a parlé un peu plus tôt, donc formation d'anticorps ou sensibilisation, extrêmement rare avec les agents chimiques. Beaucoup plus commun avec les anticorps avec les agents biologiques. Donc, on a dit quelques petits détails qui sont très importants. L'apparence est beaucoup plus grande et non seulement que c'est beaucoup plus grand, les agents biologiques sont beaucoup plus complexes. Okay? Et donc, grand comment? Je vais essayer peut-être de vous montrer un peu qu'est-ce que ça pourrait donner. Donc, l'aspirine, okay? Donc, vous voyez la molécule d'aspirine, elle est formée d'environ 180 protéines. L'insuline, 5000, donc on a dit ça, c'était un agent biologique. L'érythropoïétine,
pour les globules rouges, 30 000. Et quand on parle des anticorps monoclonaux, comme l'infliximab ou l'adalimumab, on parle de plus de 150 000 protéines. Donc, vous voyez qu'il y a un ordre de grandeur qui est exponentiel entre les anticorps monoclonaux et l'aspirine. Et en termes de complexité, c'est un peu plus imagé. Donc, on parle, c'est vraiment juste une façon de s'exprimer. C'est comme si on partait de la bicyclette à la voiture et finalement qu'on arrive à des stations un peu spatiales. Donc, c'est un peu beaucoup plus compliqué quand on arrive à la formation, la structure des agents biologiques. Donc, on vous a dit un peu plus tôt, donc quand on a la production d'anticorps monoclonaux, donc les anticorps, bon, au début, c'est une séquence qui est génétique, qui est codée pour une protéine, et c'est ça qu'on a c'est un code qu'on a, et on prend ça et on le met dans un vecteur, c'est-à-dire on l'insère à l'intérieur d'un gène, et à partir de là, on le met dans une cellule hôte, et c'est là qui est une cellule vivante qui va produire la protéine. Et avec un processus de formatation dans les conditions de culture très précises, la protéine va être purifiée et à partir de là, bon, on va faire la récolte et on va avoir la caractérisation de la substance elle-même qui est, donc vous voyez, qui est quand même beaucoup plus complexe que juste une petite réaction chimique où on produit. Donc, les anticorps ne sont pas faits, ils sont récoltés parce qu'ils sont formés par les cellules vivantes eux-mêmes à l'intérieur de ces cellules vivantes-là. Donc, ça ressemble plus à une brasserie qu'à un laboratoire de maître. Donc, c'est plus une formation. C'est un processus qui est complexe parce que, c'est juste pour vous donner un petit exemple qui a l'air bénin, mais si on prend deux ingrédients, on prend du lait, des cultures, de la présure et du sel. Donc, avec ça, dépendamment du processus qu'on fait, de la combinaison de chaleur, de filtration, de pression et tout, à partir de là, on peut avoir ou bien du cheddar d'un côté, ou bien du parmesan d'un autre, si on parlait de fromage. C'est sûr que c'est plus complexe que ça, mais juste pour rendre un peu ça plus imagé, vous montrer que même avec les mêmes ingrédients, la méthode dont on va procéder peut en faire en sorte qu'on a un produit versus un autre produit. Donc, maintenant que nous avons un peu éclairci c'est quoi l'aspect biologique. Donc là, vous comprenez pourquoi on les appelle biologiques, parce qu'ils sont formés de façon biologique, ils sont formés dans l'intérieur des cellules vivantes et ils sont récoltés. OK? Donc, qu'est-ce que c'est les produits biologiques ultérieurs? OK? Alors, un produit biologique ultérieur, c'est ça le terme qu'on utilise au Canada, c'est une nouvelle version du médicament biologique innovateur après l'expiration du brevet. Donc, chaque médicament, que ce soit le Rimicade, c'est le nom que la compagnie décide de lui donner. Le nom de la molécule, c'est l'infliximab. Pour l'Humira, le nom, c'est l'adalimumab. La compagnie décide de lui donner un nom Humira. Mais le produit lui-même s'appelle adalimumab. Chacun de ces produits-là, une fois qu'ils sont mis sur le marché, il y a un brevet. Un brevet où on ne peut pas former une molécule, la même molécule de façon similaire par une autre compagnie et pendant une certaine période de temps limitée. Une fois que le brevet est expiré, alors là, on peut faire, entre guillemets, une copie du médicament. Donc, on peut essayer de copier le médicament par une autre compagnie et tenter de le vendre. Et c'est de là que vient cette période d'essai, de brevet, où ensuite, une fois que le brevet est tombé, là, les compagnies qui peuvent le faire. Et donc pour l'infliximab, l'infliximab a déjà perdu son brevet. Et déjà sur le marché, il y a plusieurs compagnies qui ont des molécules qui appellent aussi infliximab parce que c'est la même molécule, qui sont capables de former et qui veulent vendre sur le marché. Et c'est pour ça qu'on appelle des produits biologiques ultérieurs, qui sont arrivés après le produit innovateur. Donc, je vous l'ai dit un peu plus tôt, donc des noms de rechange. En Europe, on appelle ça des biosimilaires. Et aux États-Unis, on observe des produits biologiques successeurs qui sont venus après le produit innovateur. Alors,
un produit, un PBU, est-ce que c'est un produit biologique générique? OK? La question, c'est non. Alors, il faut faire la distinction. Quand on parle de produits génériques, c'est vraiment, on garde ça surtout aux agents chimiques, parce que l'agent chimique, on sait la composition, et puis on peut le former en laboratoire. Donc, quelqu'un peut juste faire la même réaction et, oups, on a le médicament et on peut vendre le médicament. Et vous êtes exposés tous à ce genre d'agents génériques, parce que quand on va à la pharmacie, souvent on nous demande est-ce que ça vous dérange de prendre un biologique à la place de votre médicament, ou des fois, on ne vous le demande même pas, on fait juste automatiquement le remplacer par la molécule biologique dans le contexte des agents chimiques. Pour ce qui est des produits biologiques, le processus est beaucoup plus complexe et la molécule est beaucoup plus complexe. Alors, on ne peut pas appeler ça des biologiques similaires. D'accord? Alors, c'est ce qu'on vient de discuter. Donc, c'est un terme qu'on essaie c'est des molécules qui sont très similaires, mais qui ne sont pas exactement pareilles. Parce que pour produire une molécule qui est exactement pareille, ben, c'est très difficile. Parce que les cellules hôtes et le processus n'est pas exactement le même. Et c'est déjà très difficile de produire la même molécule. Alors, est-ce que les produits biologiques ultérieurs, c'est quelque chose de nouveau sur le marché? La réponse, c'est non. Ils sont disponibles depuis quand même assez longtemps. Donc, pour d'autres molécules comme l'érythropoïétine et autres, mais ça existe depuis très longtemps, depuis 2006. Mais pour les agents anti-TNF, c'est un peu plus récent, mais ils existent sur le marché depuis quelques années déjà. Et je vais vous montrer un peu plus tôt. Donc, il y a plusieurs pays en Europe qui ont déjà approuvé les agents, les produits biologiques qui sont déjà présents, et beaucoup de pays en Europe les utilisent déjà. Et ils ont beaucoup d'expérience avec ça. Alors, on a dit que le point de départ, c'était on a la séquence génétique. Le point d'arrivée, on a la molécule, donc on a le produit biologique. Mais entre-temps, il y a plusieurs étapes, et ces plusieurs étapes ne sont pas exactement pareilles d'une molécule à l'autre, ou d'une compagnie à l'autre, ce qui fait en sorte que quand le brevet est divulgué, quand le brevet tombe, mais les détails de production entre les deux ne sont pas divulgués par les compagnies, parce qu'ils gardent ça, c'est leur façon de produire leurs médicaments. Ce qui fait que, alors, la forme, le produit final est très similaire au produit initial, mais n'est pas exactement pareil. Alors, une des choses qu'il faut regarder, c'est dire, OK, bon, si on a un produit biologique ultérieur qui est déjà présent, comment on s'assure qu'il y a la qualité, qu'il est sécuritaire et qu'il y a de l'efficacité? Donc, il faut que ces trois questions-là sont essentielles pour les nouveaux produits. Donc, si on regarde les agents biologiques qui sont les produits de référence, qu'on appelle, d'accord? Ces produits-là, ils ont passé à travers des étapes très rigoureuses. La pharmacocinétique, il fallait vérifier les dosages, il fallait vérifier la pharmacologie, la toxicité, est-ce que ça causait des problèmes, est-ce qu'il y a un potentiel de cancer et autres. Donc, c'est très rigoureux. Et ensuite, il fallait démontrer que ça fonctionne. Une fois qu'on a montré que c'est sécuritaire, il faut montrer que ça fonctionne. Et ça, c'est pour les produits de référence. Le Rimical Numera, au début, avant de venir sur le marché, il fallait montrer qu'avec des essais cliniques qui sont très rigoureux et un suivi sur la sécurité pendant des années, que le produit est sur le marché. Qu'est-ce qu'il y en est pour les produits biologiques ultérieurs? Ils ne sont pas obligés de démontrer plusieurs des étapes. Il faut juste montrer que c'est similaire et qu'il y a des études qui se comparent le nouveau produit au produit de référence, et ça y est, c'est tout ce qui est obligatoire de faire. Donc, ils ne sont pas obligés de passer à travers un processus aussi rigoureux pour rentrer sur le marché. Alors, il faut garder ça en tête. Donc, le commanditaire, il doit présenter des éléments de preuve démontrant une similarité. Donc, il faut que ça soit montré que ça soit similaire au niveau de la qualité,
et donc l'activité, la taille, la pureté, comment que la structure est faite. D'accord? Donc ça, c'est une chose. Donc ça, c'est des critères de qualité qui sont importants. Et donc, alors, les chances sont que un produit biologique intérieur d'anti-TNF fonctionne probablement de façon semblable, mais ce n'est pas exactement le même produit. Alors, on est un peu rassuré, il y a un contrôle de qualité, on montre que le produit est similaire, ok, mais la structure n'est pas identique exactement. Alors, qu'est-ce que ça peut faire? Ça peut entraîner des différences au niveau de comment que notre corps va agir avec le médicament, comment que le médicament va se déplacer dans l'organisme, comment il va être distribué dans notre corps. Et une chose qui est essentielle, puis on a discuté un peu plus tôt, et c'est là qu'on est un peu peut-être pas, j'utiliserai pas le mot inquiet, mais où il y a beaucoup de questions qui se posent, mais c'est l'immunogénicité. Comment notre corps va réagir à ces nouvelles molécules-là, qui sont similaires aux molécules qu'on connaît, mais qui ne sont pas identiques. Et je vais vous expliquer pourquoi cette inquiétude-là. Donc, il est certain que l'environnement est différent, donc le produit est un peu différent, mais il pourrait y avoir aussi des différences au niveau des impuretés. D'accord? Donc, il peut y avoir un peu de différence qu'il faut faire en sorte que s'il y a des différences au niveau des impuretés, mais comment que notre système immunitaire va réagir? Est-ce qu'il va les reconnaître comme étant le même médicament? Est-ce qu'il va le reconnaître comme étant un médicament différent et va l'attaquer ou va être sensibilisé vers ce produit-là? C'est des questions qui sont très importantes. Donc, les anti-TNF, donc comme option de traitement, on a dit, la vraie question, c'est encore, est-ce que c'est pas que cela va fonctionner, mais est-ce que ça va continuer à fonctionner? Et c'était la question essentielle qu'on a rajoutée au tout début pour dire que est-ce que ces nouveaux produits-là, est-ce qu'il va y avoir de l'immunogénicité ou pas? Donc, la sensibilisation. Et c'est ça qui était important. C'est la question la plus importante qu'on a. Et c'est ça qui va nous dire, est-ce qu'on va avoir des pertes de réponse plus grandes ou pas avec les nouveaux produits? Donc, l'immunogénicité, les facteurs qui sont reliés au produit, par exemple la modification de la structure et autres, peuvent contribuer à l'immunogénicité. Et d'autres, comme on a dit, les contaminants ou des impuretés. Donc, juste pour récapituler là-dessus. Donc, alors, on a dit un peu plus tôt que les produits, les PBU existent depuis un certain temps. Pourquoi on en parle maintenant? Pourquoi tout d'un coup il y a un intérêt là-dessus? Donc, on a dit que c'est des molécules qui sont différentes, mais quand on a plus de recul maintenant, donc comme on a dit qu'il y a plusieurs de ces molécules-là qui sont déjà disponibles. Si on parle juste de l'infliximab, par exemple, il y a plusieurs essais cliniques qui montrent que, bon, même médicament, mais que le taux d'immunogénicité est différent entre plusieurs indications. Donc, l'infliximab fonctionne pour la polyarthrite rhumatoïde, pour la polyarthrite psoriasique, pour la spondyloarthrite ankylosante, la maladie de Crohn, la colite ulcéreuse et le psoriasis. Si on regarde au niveau de l'immunogénicité, c'est-à-dire quel pourcentage de patients vont développer des anticorps au Remicade, mais dépendamment ça peut varier entre 6% au plus bas jusqu'à 27% des patients qui peuvent développer des anticorps et rejeter les médicaments, comme par exemple dans la psoriasis. Donc, il y a une grande variation dans l'immunogénicité. Donc, quelles sont les considérations qu'il faut prendre, qui sont reliées au produit? Donc, c'est vraiment en l'essayant qu'on s'améliore. C'est en essayant le produit qu'on va savoir un peu comment que le produit fonctionne et est-ce qu'on a des problèmes d'immunité ou pas, comment on peut en arriver jusqu'à là. D'accord? Donc, les complexités peuvent avoir une incidence parce qu'on dit qu'ils sont similaires, oui, mais est-ce que notre corps va réagir de façon différente? Ça, est-ce qu'ils sont interchangeables pour le corps? Ça reste à démontrer. Et il y a certaines études qui commencent tranquillement à sortir dans ce sens-là.
Alors, voilà, c'est ça qu'on parlait. Donc, c'est l'inquiétude, c'est vraiment, est-ce qu'ils sont exactement pareils et est-ce que notre corps va les reconnaître comme exactement pareils? C'est l'immunogénicité qui est surtout la question. Donc, c'est pas l'efficacité, c'est pas la sécurité, parce qu'on a démontré ça, donc on a montré, mais c'est vraiment au niveau de l'immunogénicité. Donc, je vais peut-être vous dire, depuis plusieurs années, donc si on prend par exemple un produit qu'on connaît déjà, comme l'adalimumab, qui est fabriqué par une agence, un agent innovateur, une compagnie innovatrice, l'adalimumab, ben, depuis 2011 jusqu'à 2013, c'est une étude qui vous montre que ben, le processus de fabrication est très stable, qui n'a pas été modifié. Donc, la molécule elle-même n'est pas modifiée avec le temps. Reste stable, reste la même formation. Et donc, ce qu'on prend aujourd'hui, ce qu'on prend en 2013, par exemple, exactement très similaire que les molécules qu'on prenait en 2006. Donc, notre corps les voit de façon très similaire. Donc, il n'y a pas moyen, il n'y a pas raison pour agir ou avoir de la sensibilité contre ces produits-là. Donc, on revient toujours aux mêmes questions qui sont importantes. Est-ce que ça fonctionne, sécuritaire et durable? Bien, comment on va le savoir à long terme? C'est la pharmacovigilance, c'est-à-dire le suivi des patients à long terme. Des mots que vous allez entendre, l'extrapolation ou la substitution. Donc, les produits, quand on parle d'extrapolation, c'est-à-dire le produit de référence pourrait être approuvé pour de multiples indications, mais le produit, donc quand on prend le produit de référence, bon, il faut, disons par exemple, la maladie de Crohn, le psoriasis, la colitis ulcéreuse, mais pour être approuvé, il faut qu'on montre que ça fonctionne dans chacune des conditions séparément. Il faut une étude pour le Crohn, une étude pour la colitis ulcéreuse, une étude pour le psoriasis et ainsi de suite pour le produit de référence. Qu'est-ce qu'il y en est pour le PVU? Mais il ne faut pas vraiment qu'il faut juste montrer qu'il y a une similarité thérapeutique avec le produit de référence, c'est tout. Il ne faut pas montrer que ça fonctionne dans chacune des conditions pour être approuvé. Okay? C'est là que l'extrapolation, comme on dit, implique l'approbation dans toutes les indications en absence de données sur l'efficacité. Donc, si on montre, par exemple, qu'on a un nouveau produit de l'infliximab qui fonctionne dans l'arthrite rhumatoïde, on va dire, bon, c'est similaire, ça fonctionne dans l'arthrite, alors ça fonctionne dans toutes les autres conditions, on n'est pas obligé de prouver ça. Okay? Et c'est ce qui arrive avec ces produits-là. Tandis que pour les produits de référence, il fallait prouver que dans chacune des conditions, ça fonctionne. Et c'est là que, donc, je vous montre un peu ici, donc, que ce soit ça c'est l'infliximab et le CTP13. Le CTP13, c'est une molécule similaire, biosimilaire ou bien PBU à l'infliximab. Donc, c'est une copie de l'infliximab. Et vous voyez, dans plusieurs pays du monde, en Corée, dans l'Union européenne, au Canada, aux États-Unis, donc, vous voyez des études où il y a des études cliniques et où ce qu'on a fait juste extrapolation. Donc, vous voyez, par exemple, aux États-Unis, en 2016, il y a des études cliniques pour la polyarthrite rhumatoïde et la spondylarthrite ankylosante, mais pour tout le restant des indications, que ce soit la psoriasis, la maladie de Crohn, on a juste extrapolé que ça va fonctionner parce que ça fonctionnait dans les autres. D'accord? On porte attention au Canada, donc 2014, peut-être que ça va changer, là on est rendu en 2016, mais en date de 2014, ça a été approuvé parce qu'il y avait des études cliniques pour la polyarthrite et la spondylarthrite. Ils ont fait une extrapolation pour le psoriasis et la polyarthrite psoriasique, mais pour le restant, donc ce qui est de les maladies inflammatoires, ils sont présentement non approuvés au Canada. Donc, ils ne sont pas approuvés pour les indications de maladies inflammatoires. Quand on parle de substitution, c'est quoi la différence? La substitution, c'est un processus de prescription, de délivrance dans le cadre duquel un produit prescrit est remplacé par un autre produit, mais équivalent sur le plan fonctionnel, sans intervention du patient. Exemple, votre médecin vous prescrit Remicade à telle dose, vous allez à la pharmacie, le pharmacien peut vous donner du CTP13 qu'on a dit un peu, sans que le médecin vous ait prescrit le CTP13. Il a juste décidé de le substituer par un autre produit qui semble être similaire,
qui fonctionnerait de la même façon. Donc, on vous le substitue sans que vous ayez, sans que votre médecin ait à intervenir. D'accord? Donc, ce que nous appelons une rose en mourrait autant sous un autre nom. Donc, c'est juste si on prend, c'est tous des infleximables, mais qu'ils ont des noms un peu différents dépendant de l'appellation. Donc, tous les agents thérapeutiques ont ce qu'on appelle un dénominateur commun international. Donc, toutes les molécules, et ça, c'est sûr qu'on va passer un peu rapidement à travers. Donc, tout ce que ça veut dire, c'est que chacune des molécules ont un nom international qui fait en sorte qu'on va les reconnaître. Donc, par exemple, l'aspirine, c'est de l'acide acétylsalicylique. L'Advil, c'est de l'ibuprofène. Mais pour l'Humira, c'est de l'adalimumab. Le Remicade, c'est de l'infliximab. Et on peut avoir plusieurs copies de l'infliximab qui s'appellent aussi des infliximab. Alors, si votre médecin prescrit infliximab, ça ne veut pas dire que vous allez recevoir le Remicade, vous pouvez recevoir une copie d'une telle ou une autre compagnie qui ont fabriqué une copie de ce médicament. Et c'est ce qu'il faut savoir pour nos médicaments. Donc, ils ont le même, vous voyez, donc exemple, pour les produits, les PVU ici, donc vous voyez, il y a 2 produits qui sont déjà disponibles sur le marché, pas au Canada bien sûr, sont pas approuvés sont disponibles pour les conditions rhumatologiques, mais pas en maladie chronique ulcéreuse. Mais il y a l'Inflectra ou le Remsima, d'accord, c'est aussi de l'infliximab. Hein, c'est exactement pareil. Le DCI, c'est infliximab, comme les Remicade. C'est juste un nom qu'ils ont décidé. Donc, ils ont décidé de lui donner un autre nom. Donc, si votre médecin prescrit infliximab, ça se peut que vous recevez de l'inflectra ou du Remsima. Pas pour si vous avez une maladie rhumatologique. Pas encore. Je vais juste vous expliquer ce qui pourrait arriver. Alors, juste au niveau du paysage, juste pour vous montrer un peu ce qui s'est passé au courant des années, bien, un des agents approuvés, il y a l'étanercept, qui est l'original était Lambrel. Regardez comme il y a plusieurs copies qui sont déjà approuvées par plusieurs en Europe et en Corée. L'infliximab, bien, il y a le CTP13, Remsima, Inflectra qui sont déjà d'autres compagnies, incluant Samsung, que vous connaissez, la compagnie de télévision, mais c'est associé donc, dans ce domaine-là. Et puis, il y a plusieurs compagnies qui le copient. Pour d'autres molécules, l'Humira, le brevet n'est pas tombé encore, mais il y a certaines compagnies qui commencent déjà à se préparer. Donc, prévu bientôt, il va y avoir de l'adalimumab et d'autres produits qu'on va pouvoir déjà copier qui vont arriver probablement dans les années à venir. Juste pour vous dire que pour les maladies inflammatoires de l'intestin, le FDA aux États-Unis le comité consultatif a déjà donné un avis favorable qu'on puisse utiliser les biosimilaires du Remicade dans les maladies inflammatoires de l'intestin. Donc, bientôt aux États-Unis, ils vont pouvoir utiliser les biosimilaires sur le marché. Et donc, je serais très surpris que le Canada ne suit pas là-dessus parce que déjà l'Europe l'a approuvé et l'utilise comme les États-Unis l'ont approuvé. Alors, sûrement que bientôt le Canada va l'approuver aussi. Donc, ça va être une réalité bientôt pour tout le monde. Alors, ça parle juste un tout petit peu de pourquoi l'importance du DCI. Bon, qu'on parle la même langue, qu'on sache un peu quel produit qu'on utilise et qu'on puisse surveiller le produit après qu'il soit sur le marché pour qu'on sache un peu s'il y a des effets secondaires ou des effets néfastes qu'on doit suivre. D'accord? Et c'est surtout ce côté-là qui est important pour suivre les effets négatifs à long terme. Donc, un agent anti-TF ultérieur a-t-il été lancé au Canada? On a dit un peu plus tôt que oui. Donc, mais surtout pas dans les maladies inflammatoires. Donc, là, la réponse, c'est non. Chez les patients avec maladies inflammatoires, il n'y en a pas. Ce n'est pas approuvé depuis 2014. L'approbation, je vous l'ai montré un peu plus tôt, pour les conditions rhumatologiques et le psoriasis, il existe déjà. Donc, mon organisme de réglementation local a approuvé un PILIBOK quand je vais le rencontrer. Donc, 2 occasions, donc 2 choses qui peuvent arriver s'il y a une approbation bientôt pour les conditions avec maladies inflammatoires. Bon, vous êtes déjà sous traitement, vous n'avez jamais reçu de traitement, vous commencez un traitement biologique, mais votre médecin prescrit l'infliximab, ça se peut que ça soit substitué par un autre produit biologique ultérieur.
Si vous êtes déjà sur un médicament, vous recevez le Remicade par exemple, depuis 2 ans ou 3 ans, ça fonctionne très bien. Vous allez à la pharmacie, ben, c'est possible que cette fois-ci, il va être automatiquement substitué par un autre médicament. Donc, c'est des choses qui sont des réalités qui peuvent arriver bientôt. Donc, ce qu'on amène à substitution ou le remplacement des médicaments. Donc, comme on l'a dit, donc plusieurs situations possibles. Donc, on peut remplacer le produit ou remplacer le produit ou d'emblée être exposé au nouveau médicament ou un PBU depuis le début. D'accord? Alors, ou bien, c'est possible aussi que vous soyez une fois sur le PBU et après ça, vous retombez sur le produit d'origine. Donc, ça peut aller d'un côté à l'autre. Le produit d'origine et ensuite le PBU, ou bien au début le PBU et après ça être exposé au produit d'origine. D'accord? Donc, c'est un peu un schéma pour vous montrer. Donc, on a le produit de référence pour commencer. On a 2 PBU. Donc, on a un PBU du produit de référence et éventuellement, on peut en avoir un deuxième et ça se substitue entre eux. Donc, éventuellement, il peut en avoir plusieurs et une fois, on reçoit l'abbaye bleue, une fois, on reçoit l'abbaye verte, après ça, le produit original et ainsi de suite. Donc, ça, c'est un scénario qui pourrait arriver avec de multiples remplacements. Et alors, quel est donc, on a parlé un peu beaucoup des PBU, des anti-TNF. Pourquoi ces compagnies-là se lancent tous dans la PBU? C'est le prix. D'accord? On parle, c'est les coûts. Et comme vous savez tous, on a tous un souci, on entend souvent ça dans les nouvelles maintenant, il y a un contrôle des coûts et c'est essentiel. Donc, on est tous habitués. Donc, on a les compagnies novatrices, ils ont tous des programmes de soutien. Est-ce que ces programmes de soutien-là vont être, ils ont des expertises, ils ont des programmes de soutien, ils nous soutiennent les patients au niveau financier, l'information médicale, planification avec les assureurs et tout le tralala. Donc, ça, c'est déjà disponible. Est-ce que ça va être disponible avec les nouvelles compagnies? Ça reste à voir, on n'est pas sûr de ça. Donc, dans quelle directive concernant l'utilisation des PBU? Alors, si vous désirez en savoir davantage, il y a des références. Donc, je peux vous allez avoir accès à ça. Donc, il y a plusieurs associations, que ce soit en arthrite ou en maladie de Crohn, incluant Crohn et Colique Canada, où il y a beaucoup d'informations sur ces produits-là. Des ressources supplémentaires, Biotech Canada, Santé Canada aussi, donc qui sont déjà en examen et tout le reste. Donc, vous pouvez aussi avoir beaucoup de renseignements là-dessus. Donc, je vais terminer en fait pour vous dire qu'il est très important que vous sachiez un peu qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qui sont ces produits-là, et que quand il va y avoir une question importante de la prise de décision, d'accord? Parce que il y a votre rôle dans la prise de décision, de parler à votre médecin, à les produits disponibles, assurez-vous que qu'est-ce qu'ils ont les différentes options disponibles, renseignez-vous auprès des vos assureurs, associations de patients, programmes de soutien et autres, pour que vous soyez au courant d'où ce qu'on en est et quels sont les produits qui sont là. Et votre rôle aussi dans le traitement. Donc, il faut que vous sachiez qu'est-ce que vous recevez. Alors, je pense que c'est quelque chose, c'est essentiel parce que à cause de ce problème d'immunogénicité, de perte de réponse, il faut que vous sachiez un peu qu'est-ce que vous recevez et pour que vous ayez un effet efficace de la maladie, qu'on ne se rend pas au niveau où vous allez avoir une perte de réponse. Donc, c'était un peu long et c'est beaucoup de détails. Alors, je vais résumer très rapidement et après, ensuite, je vais prendre des questions. Donc, un PBU n'est pas une copie générique, d'accord? On s'attend à ce que les PBU d'anti-TNF soient aussi sécuritaires et efficaces que le produit original. Donc, il ne faut pas se dire qu'il ne fonctionnera pas, qu'il ne soit pas efficace. On s'attend à ce qu'ils sont des études initiales qui viennent d'Europe, de pays qui les ont essayés, ça montre que c'est sécuritaire et que ça fonctionne. Compte tenu de la disponibilité, les patients devraient pouvoir
accéder à un traitement anti-nerf à coût abordable. Et c'est ça, je pense, une des choses qui va être essentielle, c'est que les coûts sont à peu près de 30% moins chers avec les PBU comparés aux autres agents. Alors, c'est quand tout à fait raisonnable qu'on ait un coût, réduction de coûts, contrôle de coûts. Possible que le produit immunogenicité des PBU ne soit pas semblable à celui du produit original. Le produit biosimilaire anti-TNF actuellement approuvé ont le même nom moléculaire, donc il faut savoir que c'est le même nom, que ce soit l'infliximab, ça reste la même chose, c'est juste le nom commercial si on veut qu'il change. L'impact clinique intégral du remplacement reste à déterminer. Donc si on voit un patient qui est très stable, on le remplace à un autre, est-ce que c'est quelque chose qui fonctionnerait? On a des études qui vont sortir bientôt qui vont regarder cet aspect-là. On n'a pas encore la réponse. Et bien sûr, la pharmacovigilance. Très important de faire un suivi, s'assurer que les effets secondaires, qu'il n'y ait pas d'effets secondaires. Et encore une fois, soyez conscient de ce que votre médecin prescrit, mais qu'est-ce que votre pharmacien va vous donner. Donc, assurez-vous de savoir qu'est-ce que vous recevez pour que, c'est quoi le médicament que vous recevez pour que vous sachiez et que vous soyez au courant des possibilités de toutes sortes d'immunogenicité et sensibilisation qu'on peut avoir. Et là-dessus, je vais terminer et je vous remercie beaucoup. Donc, je vais prendre des questions. Merci, Dr. Bessissou, pour cette séance des plus riches en informations. Maintenant, allons-y avec la période des questions. Nous sommes maintenant prêts à répondre aux questions que vous désirez poser à notre conférencier. Nous avons reçu quelques questions déjà. Une première qui est la suivante. Est-ce qu'il est possible de prendre une combinaison de médicaments chimiques et biologiques, par exemple Remicade et Humira, avec azatioprine? Excusez-moi la prononciation. Oui, définitivement. En fait, on utilise ça de façon très régulière. Les agents biologiques sont utilisés en combinaison avec d'autres agents chimiques, particulièrement l'azatioprine, par exemple, où il y a des études qui ont démontré que dans la maladie de Crohn et dans la colite ulcéreuse, la combinaison du traitement biologique avec l'azatioprine est supérieure en termes d'efficacité au traitement unique, donc en monothérapie, quand on utilise un produit séparément. Mais il n'y a aucun problème à combiner les deux. Merci. Une autre question, on me demande, quel est l'effet des PBU sur le microbiome? Ouais, ça, c'est une très bonne question. En fait, le microbiome, c'est un monde à part. Donc, c'est un webinaire qui serait de plusieurs heures probablement à essayer de comprendre. C'est un sujet très complexe et je ne crois pas qu'on est capable de savoir aujourd'hui un peu, même les agents innovateurs, on ne sait pas exactement comment que, on sait qu'il y a des modifications qui se font, mais et que les patients, avant qu'ils soient traités, leur du fait que quand les patients sont traités après, on présume que ça va être un peu similaire avec les PBU, mais c'est très précoce pour pouvoir dire quoi que ce soit. D'accord. Aussi, bon, vous parliez de perte de réponse. Si on a eu une perte de réponse avec un produit biologique, est-ce que si on utilise maintenant un PBU, est-ce qu'on pourrait avoir une réponse différente? Ben, il faut faire attention un peu parce que quand on a parlé un peu, on a dit qu'on a les DCU, les dénominateurs communs. Le nom est le même. Donc, si on a un patient qui était sur Remicade, qui est infleximable aujourd'hui, et qui perd la réponse parce que il a formé des anticorps ou parce que le mécanisme d'action a changé, mais si on est sur un PBU infleximable, comme l'inflecteur ou le remicimab, ça ne fonctionnera pas. Ce n'est pas recommandé, surtout si on a eu une réaction allergique ou quoi que ce soit, ou des anticorps à l'infleximab Remicade. Donc, ce n'est pas recommandé. Mais si on va d'un produit à l'autre, donc si on va de l'infliximab vers l'adalimumab, alors là, c'est quelque chose qui est envisageable, surtout si on a une réponse au traitement. Donc oui, ce serait quelque chose qui pourrait être fait. Donc, il faut faire juste attention de ne pas utiliser, si on utilise que ce soit le PBU ou le médicament innovateur, il ne faut pas que ce soit le même médicament auquel on a perdu la réponse, sinon ça ne fonctionnera pas.
D'accord. Quelqu'un demande, pourriez-vous nous glisser un mot sur le antivio? Où se situe-t-il dans tout cela? Comment il est différent? Comment est-il différent? Bon, l'antibio, c'est un autre agent biologique qui n'est pas un anti-TNF. Donc, c'est un anti-intégrine. Donc, ce que l'antibio fait, c'est qu'il bloque le transfert des globules blancs qui sont activés, des lymphocytes qui vont causer l'inflammation, et il bloque ça au niveau de l'intestin. Donc, il les empêche d'arriver à l'intestin et causer l'inflammation. C'est un agent biologique, qui est produit de façon très similaire aux autres agents biologiques. Alors, c'est juste que le mécanisme d'action est complètement différent. Bon, en termes d'antivio, la différence, c'est que comme c'est une molécule qui est quand même assez récente, on ne parle pas de TIBU pour plusieurs années. Donc, mais éventuellement, je ne vois pas pourquoi ça serait différent. Donc, éventuellement, quand le brevet va tomber, qui va être probablement dans plusieurs années encore, ben, probablement qu'on va se ramasser avec des PIBU à l'antivio aussi. Merci. Et une autre question, est-ce que les personnes qui prennent des anti-TNF ou PBU peuvent prendre des probiotiques? Est-ce que ça a un impact en consommant des probiotiques? Non, en fait, c'est sûr que on recommande surtout que les patients, si les patients sont en rémission, il n'y a pas de problème de prendre des probiotiques avec les agents, les anti-TNF ou même les PBU. Donc, il n'y a aucun problème. La seule chose, c'est qu'il faut juste faire attention quand on a une maladie très active initialement, c'est pas toujours recommandé de prendre des probiotiques. On recommande surtout d'être un peu plus en rémission avant de commencer avant les probiotiques. Parfait. On va prendre une dernière question. Quelqu'un disait qu'il s'était fait suggérer de commencer un sevrage de son Remicade, mais les symptômes sont revenus très rapidement, donc recommencer le Remicade. Et il se demandait combien de temps il peut prendre le Remicade avant d'avoir une perte de réponse. Euh, la perte de réponse varie d'une personne à l'autre. Malheureusement, c'est difficile de prédire qui va avoir une perte de réponse et quand qu'elle va arriver. Parce que l'interaction entre le médicament comme tel et notre système immunitaire est très complexe et on n'est pas capable de vraiment dire à quel moment que ça va arriver. La seule chose qu'il faut porter fort attention, c'est que si on prend un agent biologique comme le Remicade par exemple et on l'arrête, dépendamment de si on l'arrête pour une période de temps, plus que 3 mois, on appelle ça un drug holiday, comme une vacance au niveau du médicament. Ce qui fait en sorte que quand on va être réexposé au médicament une deuxième fois, quand on va recommencer le médicament, bien, notre corps peut le voir comme étant un corps étranger et il va l'attaquer. Donc, on a un peu plus de risque d'avoir des immunogénicités ou être sensibilisé si on a arrêté le médicament. Donc, c'est la seule chose qu'il faut faire attention. Donc, on a des risques de ne pas bien répondre si on recommence après une période de temps, mais si on répond, pendant combien de temps ça va fonctionner, on ne sait pas. On va le voir avec le temps. Merci, Dr. Bessisso, d'avoir partagé votre expertise avec nous aujourd'hui. J'aimerais également remercier nos participants pour vos questions. On a eu beaucoup de questions. Malheureusement, on ne peut pas répondre à toutes les questions. Je pense qu'on en aurait pour une autre heure. Comme la séance tire à sa fin, j'aimerais profiter de l'occasion pour vous dire que nous ferons un suivi par courriel avec tout le monde après le séminaire pour obtenir vos commentaires et vos suggestions de sujets futurs. De plus, nous vous enverrons un lien vers un enregistrement du séminaire en ligne d'aujourd'hui. J'aimerais tous vous remercier de votre présence aujourd'hui et de vos questions intéressantes. Je souhaite remercier tout spécialement notre conférencier, Dr. Bessisso, d'avoir pris le temps de partager son expertise avec nous. Un gros merci à Abby et à Jensen d'avoir rendu possible ce séminaire en ligne. Encore une fois, un grand merci de vous être joints à nous et j'espère que nous avons répondu à certaines de vos questions sur les produits biologiques ultérieurs. Voici qui conclut le séminaire en ligne d'aujourd'hui. Bonne fin de soirée à tous.